En l'espace de quelques jours, l'Ukraine a fait une tentative de détournement d'un avion MiG-31 russe armé d'un missile hypersonique et une attaque massive contre Sébastopol, digne du début d'une guerre tribale. Toujours accompagnée des mêmes dans l'organisation du désordre, des drones, des missiles, l'OTAN dans l'ombre et une Ukraine plus déterminée que jamais à disparaître de la carte. À l'est de l'Europe, ce ne sont plus des tensions, c'est une partie d'échecs jouée avec des explosifs. Et pour la première fois depuis longtemps, tout laisse penser qu'on a voulu provoquer une réponse russe capable d'embraser l'Europe entière. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce qu'en 2 jours à peine, l'Occident s'est dangereusement rapproché du bouton rouge. Je vous explique tout sur Penser le Monde. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Le 11 novembre 2025, au petit matin, les services secrets russes, le FSB, annoncent tranquillement que l'Ukraine a encore essayé de voler un avion militaire russe. Pas n'importe quel avion, un MiG-31 équipé d'un missile hypersonique Kinjal. Rien que ça. En même temps, ce n'est que ça. Et pour réussir ce braquage aérien, digne d'un film Netflix, ils auraient tenté d'acheter un soldat russe. Oui, de corrompre un soldat russe. Un peu comme en 2022 déjà. Et devinez qui réapparaît dans l'histoire. Le fameux groupe d'enquête Osin Bellingcat. O-S-I-N-T, Bellingcat, littéralement. Toujours là où ça sent les coups tordus. Sauf que cette fois-ci, le plan aurait déclenché en fait un face-à-face direct entre la Russie et l'OTAN si ça avait été mené à terme. Petit flashback pour vous mettre dans le contexte de l'affaire. À l'automne 2024, il y a un type qui se présente comme étant Sergei Lugovski, qui est censé travailler pour Bellingcat, qui a commencé à contacter les pilotes russes via des messages et des emails officiellement. Et il disait que c'était pour les interviewer sur leur carrière. Et bien sûr, qu'ils vont être payés pour faire ces interviews-là. Sauf qu'en réalité, son but était beaucoup plus simple. Trouver un pilote ou alors un navigateur prêt à voler un MiG-31, l'apporter gentiment à l'Occident et repartir avec un gros paquet de cash plus un passeport occidental tout neuf. Il envoyait même les photos de faux badges de presse avec le logo de Bellingcat dessus, histoire de faire sérieux quoi. Mais les militaires russes ont rapidement compris le film et donc ont prévenu immédiatement le FSB qui décide alors de tendre un piège aux services secrets ukrainiens. Et très probablement britanniques parce qu'ils travaillent souvent de concert vu les liens bien connus entre Bellingcat et le MI6. Du coup, il y a un pilote et un navigateur russe qui ont décidé de jouer le jeu et donc de laisser Lugovski avancer dans son opération bricolée. À un moment donné, Lugovski, donc l'espion, passe le dossier à un autre gars qui se fait appeler Alexandre. Et là, l'offre devient encore plus absurde. Voler un MiG-31 avec son missile Kinjal en échange d'un passeport occidental plus d'1 million de dollars et puis 3 millions par la suite. Le type là, Alexandre, filme même d'ailleurs les billets pour prouver qu'il a vraiment l'argent. Et pour faire style, je suis un professionnel du recrutement de traîtres, du retournement des situations et blablabla. Donc, il montre la photo exclusive de Maxime Kuzminov. C'était un pilote russe qui avait détourné un hélicoptère en Ukraine avant d'être retrouvé et assassiné en Espagne. Ambiance. Le pilote refusant poliment, mais fermement de faire le braquage aérien, Alexandre se tourne vers le navigateur du pilote en question et lui propose, tenez-vous bien, d'empoisonner son propre pilote en mettant du poison dans son masque à oxygène en plein vol, puis de détourner l'avion vers une base de l'OTAN en Roumanie, plus précisément en Constanta. Sauf qu'il y a un petit détail que l'agent secret du dimanche ignore, entre guillemets. C'est qu'un navigateur ne peut pas piloter un MiG-31. Tout ce qu'il peut faire, c'est guider l'appareil vers une zone sûre et s'éjecter avec le pilote si l'avion devient incapable de voler pour X ou Y raison. Autrement dit, jamais de la vie, il n'aurait pu récupérer l'avion intact. Le plan était donc totalement irréaliste. C'est un peu comme essayer de voler un tank en poussant ça à la main. Ça n'a aucun sens. Donc, vous comprenez que l'objectif n'était pas là. Le but de cette opération n'était absolument pas de mettre la main sur un MiG-31 et son missile. Forcément. C'est un espion du dimanche, mais ils ne sont pas idiots. Pour quiconque connaît cet avion, l'idée est même complètement folle, tellement c'est absurde. Comme le rappelle l'analyste stratégique Cyril Delattre, le navigateur est assis derrière, avec une vision aussi limitée qu'un passager coincé au fond d'un bus. Et surtout,
il n'a pas été formé pour faire atterrir cet avion. Donc dans ce genre de cas, la règle est simple. On s'éjecte, on se sauve, tant pis pour l'avion, ça va s'écraser. Pas de récupération, pas de vol d'essai, rien, on saute. Alors, si Kiev ne cherchait pas à récupérer l'appareil, quel était le vrai objectif? Pour comprendre leur but, il suffit de regarder où le MiG devait être dirigé, c'est-à-dire en Roumanie, directement vers une base aérienne de l'OTAN. Jouons un instant à Fight Simulator version crise internationale. Vous êtes l'armée roumaine. Au-dessus de la mer Noire, il y a un MiG-31 russe qui apparaît armé d'un missile hypersonique Kinjal. Ça fonce dans votre espace aérien, puis vers une base de l'OTAN. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas lui demander ses papiers. Il y a un missile à bord et ça fonce et personne ne répond. Vous abattez immédiatement l'avion, puis vous sonnez l'alarme. Violation du territoire par un avion russe armé. Et là, bravo, vous obtenez comme ça un beau casus belli parfait pour pouvoir lancer une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Et cerise sur le gâteau, le pilote traître étant éliminé dans l'explosion, vous n'avez pas besoin de le payer et il n'y a personne qui pourra venir expliquer ce qu'il faisait avec un missile hypersonique sur votre territoire. Bref, un plan machiavélique parfait sur papier, mais heureusement, ou je sais pas, stoppé à temps par les services secrets russes. Comme le réexplique Cyril Delattre, l'objectif était beaucoup plus grave qu'un simple vol d'avion. Il s'agissait en fait de pousser le MiG-31 dans une zone où il serait automatiquement considéré comme étant une menace, puis abattu sur le territoire roumain. Et là, attention aux détails. La territorialité commence à 12 000 nautiques des côtes. Ce qui veut dire qu'à partir de cette ligne invisible, toute intrusion devient un acte hostile. Résultat, on aura eu une scène parfaite pour accuser Moscou d'agressivité, avec des images spectaculaires en prime et un prétexte en or pour une escalade militaire monumentale absolument incontournable, surtout avec un MiG-31, un avion capable de transporter un Kinjal. Ce Kinjal-là lui-même peut porter une ogive conventionnelle ou nucléaire. Cyril Delattre rajoute même qu'à ses yeux, la Roumanie n'était probablement même pas au courant du rôle qu'elle devait jouer dans cette affaire. En clair, elle a été utilisée, du moins, elle aurait été utilisée comme figurante involontaire dans un scénario qui aurait pu déclencher un chaos inimaginable. Mais au-delà du côté complètement machiavélique de cette affaire, de cette opération, il y a un détail qui revient comme un mauvais personnage secondaire dans une série. C'est Bellingcat, oui, l'organisation d'enquête. Elle est toujours impliquée dans les histoires les plus louches ou alors il se trouve toujours au centre des dossiers bizarres. Ce n'est pas une première fois. Je vous ai parlé en 2022 déjà. Il y avait une tentative similaire qui avait eu lieu pour détourner un Su-24 et un Su-34 ou même un bombardier Tu-22M3 russe, bien évidemment, avec la participation de Christo Grozev, un enquêteur chez Bellingcat à l'époque. Et quelle était sa défense déjà à ce moment-là? Il affirmait qu'il faisait juste un documentaire sur les tentatives de détournement. Super idée. Sauf qu'aucun documentaire n'a jamais vu le jour, même pas un teaser. Donc, sa version des faits tient à peu près si bien qu'un tabouret cassé. Voilà. Et aujourd'hui, surprise, on se retrouve face à un soi-disant journaliste de Bellingcat qui n'a laissé aucune trace nulle part, comme par hasard. Est-ce que c'est pour dédouaner ou innocenter l'organisation en prétendant qu'il ne savait pas? Ou est-ce que c'est pour cacher un membre qui travaille réellement sur ce genre de dossier très sensible? Mystère jusqu'à présent. On n'a pas d'infos. Peut-être que le FSB a plus d'infos que nous, mais de ce qu'on sait actuellement là, de ce qui a été rendu public, on n'en sait rien. En tout cas, il y a un fait qui est simple. Il n'existe aucune mention d'un Sergei Lougovski chez Bellingcat. Ni maintenant, ni avant, ni même en fouillant entre 2023 et 2024. Rien, néant. Ce qui laisse trois possibilités. Le GER ukrainien a tout inventé et a utilisé Bellingcat comme une vitrine pour donner plus de crédibilité à son opération. C'est une option. L'option 2, c'est que Sergei Lougovski existe réellement, a travaillé ou travaille encore pour Bellingcat, mais officiellement, il n'apparaît nulle part. Un genre d'agent fantôme. L'option 3, c'est peut-être que ce Sergei Lougovski, je dis bien peut-être, est le vrai nom d'un collaborateur anonyme de Bellingcat. Ceux qui n'ont qu'un point d'interrogation là, en guise de photo, sur leur photo de profil ou sur leur page d'équipe. Donc, il n'est pas impossible que ce soit un espion, quelqu'un qui cache son identité depuis longtemps. Quand on sait que Bellingcat a déjà été mêlé à une opération identique il y a quelques années et qu'ils sont notoirement connectés au MI6 britannique, donc au service secret britannique, les options 2 et 3 sont largement les plus crédibles que la première. D'autant plus que dans les conversations entre Lougovski et le soldat russe,
dans les captures d'écran et tout, le prétendu journaliste Lugovski avoue lui-même qu'il travaille pour un autre pays que l'Ukraine. Il avoue être anglophone natif, mais envoyé parce qu'il parle parfaitement russe. Eh bien, quel pays anglophone adore mettre le feu aux poudres depuis le début de cette guerre? Le Royaume-Uni. Historiquement même, c'est littéralement leur spécialité. Monter des opérations tordues sous faux drapeau. Heureusement, les pilotes et les navigateurs russes ont montré une loyauté irréprochable et les services secrets russes ont joué plus intelligemment que leurs adversaires ukrainiens et apparemment britanniques. Résultat, cette tentative de voler un MiG-31 armé d'un Kinjal n'a pas fini en confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Et quand on voit ce que ce genre de choses aurait pu donner, je pense que même en interne, ils n'ont pas à se plaindre. Voilà. Mais les assauts ukrainiens ne s'arrêtent pas là. Quand ils n'arrivent pas par les services secrets, ils passent par d'autres moyens. Il y a quelques nuits, au soir, une attaque totalement inédite a été lancée contre Sébastopol, le grand port militaire de Crimée. Une opération extrêmement bien coordonnée menée par l'Ukraine avec l'appui clair de l'OTAN et d'une intensité rarement vue depuis le début du conflit. L'objectif était simple, affaiblir profondément la présence russe en mer Noire, histoire d'ouvrir la voie à d'éventuelles manœuvres terrestres ukrainiennes. Et quand on voit l'ampleur de la salve, on comprend pourquoi est-ce que Moscou a immédiatement annoncé qu'il y aurait une réponse qui fera regretter leurs gestes. Pour reprendre leurs mots, Moscou était très sévère. Après tous les aveux récents des responsables occidentaux, on a comme l'impression que quelque chose a changé. L'Union européenne elle-même a reconnu que prolonger la guerre leur était beaucoup plus utile qu'une victoire russe. À partir de là, ils ont clairement décidé de renforcer l'Ukraine et de lui fournir de nouvelles stratégies pour faire durer le conflit encore plus longtemps, quitte à l'étendre. Et maintenant, plongeons dans l'attaque elle-même qui s'est passée, parce que oui, c'était une frappe énorme. On parle d'une pluie de missiles, un essaim de drones kamikazes qui se sont abattus sur Sébastopol. Pour rappel, la Crimée a été annexée en 2014 et Sébastopol est le cœur naval de la Russie en mer Noire. C'est littéralement le port russe le plus stratégique dans la zone, ce qui ouvre directement sur la mer Noire en fait. Dans cette nuit-là, il y a donc eu plusieurs missiles et drones qui ont visé le port et ses alentours. On parle ici de frappes contre les infrastructures navales, des radars, des dépôts logistiques et même des unités entières de la flotte de la mer Noire russe. Bref, tout ce qui flotte, pour résumer, ou tout ce qui coordonne des opérations a été ciblé. Les premières analyses ont parlé d'une attaque, d'une coordination exceptionnelle, lancée depuis plusieurs directions. Autrement dit, ça arrivait de partout. Soyons honnêtes, personne même en Occident ne croit que l'Ukraine, toute seule, puisse organiser une frappe aussi large et sophistiquée et aussi organisée. Ce niveau de planification et de précision suppose forcément un soutien massif de l'OTAN, que ce soit matériel, en renseignement ou encore en pilotage de drones. D'ailleurs, il y a les rapports qui confirment que l'origine de l'attaque indique une implication très claire de pays de l'Alliance, même si ces derniers refusent évidemment d'apparaître officiellement dans l'équation. Ils savent pourquoi. Le but derrière cette offensive, c'était quoi? Décapiter la capacité russe en mer Noire, affaiblir ses radars, ses systèmes de défense, ses navires stratégiques, juste avant une possible attaque terrestre. En résumé, ils voulaient d'abord casser le port, puis entrer en fait via la terre. Lorsque les premières frappes ont commencé, il y a eu une réaction russe qui ne s'est pas fait attendre. Les systèmes de défense ont immédiatement été activés et l'armée a commencé à intercepter tout ce qu'elle pouvait. Dès le début de l'attaque, toutes les défenses russes ont été mises en alerte. Les systèmes régionaux, ceux de la flotte de la mer Noire, les batteries antiaériennes, je dis bien tout a été activé en même temps pour tenter de sécuriser le ciel. Même si une partie des projectiles est passée à travers la protection, ce qui est normal, ça arrive quand on envoie des drones dans plein de directions, la Russie a quand même montré qu'elle n'était pas prise au dépourvu. Donc elle a su globalement maîtriser la situation. Les radars se sont allumés, les batteries ont tiré et le ciel s'est transformé en véritable champ de bataille high-tech. Avec des explosions partout, on dirait Denji versus Rezé. De nombreux drones ont été interceptés, certains ont explosé au-dessus de la mer Noire, d'autres ont été neutralisés par les S-300 et par les S-400 ou alors par des Pantsir. Bref, Moscou a voulu prouver qu'elle reste capable de défendre son espace aérien, même quand elle est surprise par une attaque. Les quelques engins qui ont réussi à se faufiler ont causé des dégâts, mais pas de quoi atteindre leur objectif stratégique initial, c'est-à-dire fondamentalement paralyser Sébastopol. Le but réel de l'attaque était clair, anéantir les défenses russes autour de Sébastopol et paralyser totalement la présence militaire de Moscou en mer Noire. Et ça, l'Ukraine ainsi que ses soutiens n'ont pas réussi. Ils sont même très loin d'avoir réussi. Dans la foulée, les forces aérospatiales russes,
les VKS, ont été envoyés en mission. Les avions sont même actuellement en train de voler et traquer les zones d'où les missiles ont été lancés. Selon les premières analyses de Moscou, il s'agit d'une attaque sérieuse, mais connue. Quand la Russie reconnaît qu'une attaque est sérieuse, ce qu'elle est vraiment. Mais en même temps, c'est toujours les Russes qui insistent que l'offensive n'a pas atteint son but principal. Sur le plan stratégique, l'impact existe, mais reste très limité. La flotte russe en mer Noire, déjà affaiblie par les frappes ukrainiennes de 2023 et 2024, il faut le reconnaître, montre de nouveau une certaine vulnérabilité. Certains drones ont touché des zones sensibles, ce qui remet en lumière la fragilité de la région, mais dans les grandes lignes, la Russie tient. Donc, vous comprenez que l'objectif russe reste le même, protéger Sébastopol et garder ouvertes les routes navales vers la Méditerranée. En réponse, Moscou a lancé des contre-frappes et a intensifié les opérations aériennes en Crimée. Cette hausse d'activité est visible et confirme que la Russie ne compte pas laisser passer cette attaque sans réaction. Ce n'est pas possible. Donc, en résumé, la situation ne s'arrange pas pour la Crimée et les tensions montent encore plus d'un cran. Parce que d'un côté, il y a des gens qui estiment qu'ils ont droit à tout et de l'autre côté, des personnes qui font comprendre qu'on ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.